Salut mes petits poissons scorpions à antenne, c'est Chris Comte. Est-ce que vous connaissez ce nom très célèbre de l'histoire qui s'est perdu au fil des âges? Giulia Tofana, une femme qui avait vraiment, mais vraiment soif de vengeance. Ça me dit rien. Pourtant, je m'y connais en vengeance. Bien, excuse-moi, mais je pense que du coup, t'es encore loin du compte parce que elle avait mis au point un stratagème vraiment vicieux, on peut le dire, pour se faire justice elle-même et pour devenir riche en même temps. J'ai pas trop confiance dans ton truc là. T'inquiète pas, Ariane, aujourd'hui, personne ne va souffrir. En tout cas parmi nous. Même pas Gustave. Par contre, si on remonte à l'époque de Giulia Tofana, là, ça devient une véritable hécatombe puisqu'on retrouve près de 600 victimes dans son sillage. Combien? Des victimes qui sont bien typées, vous allez découvrir ça. Bref, une véritable serial killer. Mais du coup, qui est cette femme derrière toute cette tuerie? Qu'est-ce qu'elle a bien pu inventer justement de si vicieux? Et qu'est-ce qui la relie finalement à Mozart lui-même? Eh bien, on découvre ça tout de suite avec Giulia Tofana, la femme la plus vicieuse de l'histoire. Bienvenue en Italie du XVIIe siècle. Bon, on sait que Giulia Tofana est née dans la ville de Palerme. Alors Palerme, vous voyez, Italie, ça se situe ici. En fait, selon certaines sources, sa mère vendait des herbes médicinales. Mais quand Giulia a 13 ans, sa mère est accusée d'avoir assassiné son mari. Puis, du coup, elle est pendue sur la place publique. Ah, c'est sûr que c'était pas le même genre de justice à l'époque. Disons que oui, c'est plutôt radical, quoi. Oui, effectivement. Vous allez découvrir après, justement, comment elle a réussi à tuer son mari et comment ça a pu marquer autant de Giulia. En tout cas, c'est à partir de là que ça va créer une véritable vocation chez Giulia. Voilà, il y en a, ils veulent devenir bûcheron, astronaute, youtubeur. Elle, du coup, c'était tout autre chose. Bon, après, il n'y a aucun portrait officiel de Giulia. Mais dans les témoignages, elle est décrite comme une très belle femme. Bon, en tout cas, le temps passe et puis petit à petit, elle se rapproche de Philippe IV, qui est donc à ce moment-là le roi d'Espagne, et elle finit par devenir l'une de ses maîtresses. Alors comment? C'est un peu sombre à ce moment-là, cette période de l'histoire, mais il faut savoir qu'elle s'enrichit beaucoup. Ensuite, on perd la trace de cette petite Giulia, ou grande Giulia, on sait plus, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse en Sicile quelques années plus tard. Là, elle se marie, elle devient la belle-mère d'une certaine Geronima Spara. Et retenez bien ce nom, parce que elle va avoir un rôle très important dans la suite de l'histoire. Puis, je trouve que le mari de Giulia meurt mystérieusement. Oh, comme c'est bizarre! Et Giulia déménage donc à Rome avec la fille de son défunt mari, Geronima. Et visiblement, lorsqu'elles arrivent à Rome, elles y arrivent avec une grande soif de vengeance. Alors, on sait pas trop pourquoi les deux, qu'est-ce qui s'est passé, mais à partir de là, c'est la vraie histoire qui va commencer. Avant d'en dire plus, faut quand même parler du contexte historique pour bien comprendre la suite. En fait, dans l'Italie du XVIIe siècle, les femmes, ont très peu de droits. Leurs maris contrôlent toutes leurs activités, leur argent et même parfois leurs déplacements. Et puis en plus, les femmes maltraitées ne peuvent pas divorcer. Donc c'est vraiment GG pour elles, quoi. Franchement, bon. Retourne dans ta cuisine. Et donc, si elles sont coincées avec des maris violents, elles ne peuvent même pas compter sur la loi pour obtenir de l'aide. Elles sont donc pieds et poings liés. Mais pire que ça, en fait, les femmes sont encouragées à épouser leurs violeurs, soi-disant pour préserver leur honneur. Je crois qu'on n'a pas trop la même vision de l'honneur. Eh bien écoute Ariane, c'est même pas terminé, parce que les femmes n'avaient quasiment aucune chance d'améliorer leur situation personnelle. Même les filles les plus aristocratiques étaient vues comme des biens à vendre aux enchères. Des meubles, quoi. Bon, en tout cas, clairement, leurs deux options étaient se marier et espérer que leur mari soit sympa avec elles, ou rester célibataire et vendre leur corps pour survivre. C'était pas deux choix brillants, quoi. Mais il y avait aussi une troisième voie, un peu plus dark, et c'était de devenir veuve. Et en réalité, ça, c'était le choix préféré dans la classe sociale la plus riche. Et justement, c'est là que Giulia Tofana entre en scène, parce qu'elle est déterminée à résoudre ce petit problème sociétal à la racine et à sa manière. Et du coup, Giulia utilise ce qu'elle a appris dans sa jeunesse, notamment avec sa défunte mère qui avait tué son mari, donc son père, avec de l'arsenic. Mais du coup, Giulia va plus loin parce qu'elle invente quelque chose d'encore plus vicieux, l'aqua tofana. En fait, c'est un poison incolore, inodore, insipide et d'apparence inoffensive. Du coup, autrement dit, on n'est pas serein quand on est un homme à ce moment-là. Mais en tout cas, il est très toxique et il est capable de provoquer une mort apparemment naturelle en quelques gouttes seulement. Bon, on ne connaît pas exactement la recette, à part le fait qu'il y ait de l'arsenic dedans. Mais bon, en tout cas, d'après les récits, on trouverait dedans du plomb, de la mouche espagnole, qui est très toxique, de la belladone et quelques autres plantes pour rendre le poison indétectable. En tout cas, Giulia est tellement maligne qu'elle cache en fait son poison dans des petits flacons d'huile cosmétique. Et du coup, comme ça, il passe inaperçu au milieu du maquillage et des parfums de n'importe quelle femme. Et c'est d'ailleurs même encore plus vicieux, elle utilise des flacons de manne de Saint Nicolas de Bari. Du coup, qui est une huile religieuse très célèbre à l'époque, et vendue dans des fioles en verre
richement décoré. Ah, plus c'est gros, plus ça passe. Oui Edgar, oui, on parle bien de la même chose. En plus, faut quand même savoir mais que tout le monde est très croyant, donc personne ne risque de soupçonner ce produit quoi. Mais le vrai atout de l'Aqua Tofana, comparé aux autres poisons, c'est qu'il est indétectable comme je l'ai dit. Et laissez-moi là vous dire simplement son mode d'emploi. Jamais plus de 3-4 gouttes. Première dose, ressenti de faiblesse et de fatigue. Deuxième dose, début de symptômes. Maux de ventre, assoiffement, vomissement. Troisième dose, l'agonie, puis la mort. Et ça, ce sont les vraies indications que Giulia Tofana donnait pour utiliser son produit. Et justement, ça correspond bien à la description d'une archive de l'époque. Administré dans du vin ou autre liquide, le poison produit un effet si léger que le mari ne fait guère appel à un médecin. Après la deuxième dose, sa faiblesse s'accentue. La femme exprime mille inquiétudes. Ainsi, elle n'est guère suspecte. La troisième goutte de poison vient à bout même de l'homme le plus vigoureux. Ensuite, pour sauver sa réputation, la veuve exige une autopsie du corps de son mari défunt. Et là, résultat, rien du tout, aucune trace de poison. Et à partir de ça, Giulia, faut quand même le dire, elle a inventé la méthode la plus vicieuse pour tuer, la plus sournoise quoi en tout cas. Et bon, du coup, le temps passe, et puis Giulia arrive donc à Rome avec sa belle-fille, Jeronima. Là, ensemble, elles se spécialisent dans la vente d'Aqua Tofana aux femmes malheureuses. C'est quand même un business, faut pas déconner, quoi. En tout cas, Jeronima est décrite comme intelligente, sûre d'elle et rusée. Et officiellement, elle s'installe comme astrologue professionnelle et vendeuse de plantes médicinales. Belle planque. Mais ça, c'est juste évidemment une couverture pour leurs vraies activités tout à fait criminelles. Et de son côté, Giulia, elle met à profit son expérience de maîtresse du roi Philippe IV, et à partir de là, elle s'habille bien, elle s'exprime bien, elle parvient à pénétrer les salons privés de l'aristocratie romaine. Bon, autrement dit, Giulia, c'est la commerciale, c'est elle qui va démarcher les femmes pour les convertir en clientes, et après, l'autre, du coup, elle vend, quoi. Du coup. Et justement, Giulia, en faisant ça, c'est là où elle trouve sa première cliente. Et là, le succès ne se fait pas attendre. Très vite, Giulia doit carrément même recruter des complices pour les aider. C'est un business, c'est fou. Ah waouh, ça c'est une vraie femme d'affaires. J'espère qu'elle va accomplir de grandes choses. Et calme-toi, Ariane, je te rappelle quand même qu'elle tue les gens, ok. Mais en tout cas, elle va embaucher 4 femmes, 2 pour fabriquer le poison, 2 pour trouver de nouvelles clientes, en toute discrétion. Le système est bien rodé, quoi. Et du coup, à partir de là, cette bande de 6 femmes devient un véritable réseau professionnel d'empoisonnement. Et là, leur vente décolle pendant toutes les années 1650. En tout cas, pour se procurer tout l'arsenic dont elles ont besoin, elles peuvent compter sur un allié. Et cette personne, c'est un prêtre plutôt douteux qui vend n'importe quoi à n'importe qui. Autrement dit, les préceptes de Dieu, il les a mis un peu en stand-by, quoi. Ah, ça fait plaisir de savoir qu'on peut compter sur certaines personnes. Oui Edgar, oui. En tout cas, pendant des années, personne ne se doute de rien. Et du coup, les maris décèdent comme des mouches, on veut le dire. Les analystes les plus aigus ont été totalement incapables de témoigner de la présence d'Aqua Tofana dans les organes des victimes, même après l'examen post-mortem le plus minutieux. C'était en fait le poison idéal pour l'empoisonneur. En tout cas, grâce à la lenteur du poison, la victime a le temps de mettre de l'ordre dans ses affaires. Et du coup, ça c'est parfait pour l'épouse, qui n'a plus qu'à tout récupérer bien tranquillement, avant que le mari casse sa pipe. Et justement, avant de clamser, la victime a aussi le temps de confesser ses péchés à un prêtre. Et ça, c'est très important dans la religion, surtout à l'époque. Parce que, du coup, je le rappelle, mais le poison, il agit quand même pendant plusieurs jours, et pendant ce temps-là, la personne se sent mourir à petit feu, et donc, quand elle est sur la fin, c'est là où, paf, elle va voir le prêtre, elle se confesse, et du coup, l'assassin se sent moins coupable, quoi. Il se dit, bon, finalement, c'était pas un homme si sympa que ça, quoi. Et du coup, ça c'est bien parce que ça diminue les risques que Giulia soit dénoncée par quelqu'un qui voudrait se faire pardonner, quoi. Ça n'a pas de sens. La personne vient parce que du coup, elle a des péchés, donc pas te dénoncer. D'ailleurs, Giulia a pensé aux moindres détails, et son plan fonctionne à merveille. Des dizaines, puis des centaines de femmes malheureuses viennent acheter leur indépendance. Et j'imagine qu'elles sont prêtes à payer tarif. Oui. En fait, le motif principal de Giulia et Jeronima, c'est clairement la thune. Donc, à partir de là, elles font payer le prix fort. Alors bon, le prix exact s'est perdu dans les limbes de l'histoire, il y a quand même il y a plus de 3 siècles, mais bon, ça payait cher. Sauf les femmes pauvres, où là, du coup, elles étaient sympas et elles leur offraient le poison gratuitement. Du coup, elles le faisaient à la fois par pitié et par vengeance, en souvenir de ce que certains hommes leur ont fait subir par le passé. Et ça, c'est ce qui fait de Giulia Tofana une tueuse en série si spéciale. En fait, elle était uniquement dédiée à la cause des femmes mariées, de force ou victimes de violences conjugales. Donc, d'un côté, c'était terrible ce qu'elle faisait, mais d'un autre côté, on pouvait la comprendre, ce qui rend le problème encore plus insoluble. En tout cas, mais il faut vous le dire, pendant 15 ans, le secret est bien gardé. En tout cas, pendant 15 ans, le secret est bien gardé par les clientes, qui sont plus que satisfaites. Mais au fil du temps, les gens commencent à remarquer qu'il se passe quelque chose de louche.
c'est louche. En fait, l'aquatofana commence à être surnommée la poudre d'héritage. Du coup, en référence à toutes ces grandes fortunes qui passent soudainement dans les mains de veuves. Parce que oui, évidemment, si votre mari meurt, vous empochez ce qu'il avait. Mais jusqu'au jour où tout va basculer brutalement. À un moment, Julia et ses complices prennent un peu trop la confiance. Et là, elles vendent tellement de poison que ça déclenche même une grosse vague de morts pas très discrète. Et là, du coup, c'est vraiment plus possible. L'affaire devient même une priorité pour la justice. Et ainsi, un beau jour, une certaine comtesse de Série verse discrètement du poison dans la soupe de son mari. Mais quand il porte la cuillère à sa bouche, elle lâche un petit cri de stress, sans faire exprès. Bon, vu le contexte, le mari la suspecte directement. Là, il va pas être content, du tout. Il va la maltraiter jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer qu'elle a empoisonné sa nourriture. Décidément, ils ont tous la tendresse qui coule dans les veines, hein. Elle a quand même essayé de l'assassiner, Ariane. Ouais, bon, en tout cas, c'est cette erreur-là qui va déclencher la chute de Julia Tofana. Et du coup, grâce aux infos données par la comtesse, la justice remonte jusqu'au gang d'empoisonneuses. Et finalement, après plus de 15 ans d'activité, elles sont prises en flagrant délit et arrêtées. Et là, ça va être le début du célèbre procès de Spana, dont on trouve des traces dans les archives de Rome. Et du coup, la plupart des complices avouent assez vite, sauf Jeronima, donc la fameuse belle-fille. Et du coup, pendant des mois, elle subit plein d'interrogatoires, mais elle ne crache pas le morceau. Et la justice est bien embêtée parce que la loi n'autorise pas la peine de mort si le coupable n'avoue pas ses crimes. Finalement, il passe un petit peu à la vitesse supérieure. Là, il torture Jeronima et elle finit enfin par avouer. Oui. J'ai donné de l'aquatofana à plus de personnes que je n'ai de cheveux sur la tête. Dans une longue lettre, Jeronima raconte qu'à Rome, elle et sa belle-mère ont vendu assez de poison pour tuer au moins 600 personnes. 600 maris, du coup. Et en parallèle, beaucoup de clientes et de fournisseurs sont aussi jugés et condamnés à mort. Et ainsi, près de 40 anciennes clientes finissent emmurées vivantes. Quelle créativité ils avaient, ces Romains. Alors oui, et encore, je vous passe certains détails. En fait, le seul qui s'en tire quand même à peu près bien, c'est le prêtre douteux, dont je vous ai parlé au début, c'est celui qui fournissait l'arsenic, parce que lui, pas trop de soucis, il continue même son business sans aucun problème. Voilà, il vend un peu tout et n'importe quoi, mais il est prêtre. Mais en tout cas, les 5 femmes à la tête du gang sont toutes condamnées à mort. Et le 6 juillet 1959, elles sont pendues devant une foule exceptionnellement nombreuse. Enfin, toutes sauf une. Parce que vous aurez remarqué qu'on ne parle pas à ce moment-là de Julia Tofana. Elle n'est pas pendue. Et là, vous dites, mais comment ça se fait qu'elle est maintenue en vie, quoi? Est-ce qu'elle a réussi à s'échapper? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plusieurs versions. Alors, on connaît plein de détails sur la vie de Julia Tofana, mais personne ne sait exactement comment elle se termine. En fait, d'après certains textes, elle est simplement morte dans son sommeil, avant le procès, sans que personne ne soit au courant de ses activités d'empoisonnement. Mais selon certains historiens, Julia était en fait protégée par l'église. Et du coup, elle aurait été alertée avant que les autorités ne frappent à sa porte. Ensuite, elle aurait vécu pendant encore plusieurs dizaines d'années en changeant régulièrement de résidence pour échapper à la justice. Puis, dès qu'elle se sentait menacée, elle se retirait dans un monastère ou un couvent. C'était un petit peu comme pouce bleu quand on joue au chat, quoi. Et du coup, elle continuait à fabriquer son poison et à le distribuer via un réseau de religieuses. Jusqu'à ce qu'une rumeur circule dans Rome, affirmant que Julia aurait empoisonné l'eau de toute la ville. Là, Julia, elle est traînée hors de son refuge religieux et étranglée. Après quoi, son corps serait jeté par-dessus le mur de l'église qu'il avait abrité. Enfin, un peu de finesse pour terminer en douceur. Attends, Ariane, c'est pas tout à fait terminé. Et une version qui va dater de 40 ans après le procès. Tofana, la célèbre empoisonneuse, est toujours en prison ici. La plupart des étrangers, par curiosité, vont la voir. C'est une vieille petite femme qui avait appartenu à une confrérie religieuse, raison pour laquelle sa vie a été épargnée, bien qu'elle ait envoyé plusieurs centaines de personnes hors du monde. Bref, Julia Tofana semble avoir une vie digne d'un roman, pourtant c'est bien la réalité. D'ailleurs, elle a inspiré énormément d'autres empoisonneuses comme la Brinvilliers ou Lavoisin, ne soit juste en France. Et d'ailleurs, son nom lui-même est devenu synonyme de poison. Voilà, je vous le dis si vous ne le connaissiez pas. À tel point que quand Mozart tombe gravement malade à la fin de sa vie, alors c'est bien plus tard, il déclare « J'ai la claire sensation qu'on m'a empoisonné. Quelqu'un m'a donné de l'aquatofana et a calculé l'heure exacte de ma mort. » En tout cas, Julia justifie tout ce qu'elle a fait en déclarant qu'elle est venue en aide à des femmes malheureuses et opprimées. Et malgré des centaines de victimes, elle était aimée du peuple, en particulier des femmes.
femmes, puissantes comme pauvres. Il reste cependant une dernière grande énigme, parce que personne n'a jamais réussi à reproduire l'Aqua-Tofana. Alors que ce soit avec sa lenteur discrète, son efficacité redoutable, ou même son caractère vicieusement indétectable. Même avec nos connaissances actuelles, le mystère reste entier. Voilà la poiscaille. En tout cas, cette histoire montre bien que dans un monde avec de grands écarts, des solutions extrêmes peuvent apparaître. Parce que finalement, si les femmes étaient aussi bien traitées que les hommes à l'époque, probablement que ça ne serait jamais apparu. Je vous laisse méditer là-dessus et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!